The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour l'émission de jeux de rôle mais un peu particulière. En fait, que des émissions spéciales en ce moment, mais je suis avec Dédé Chute, c'est ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, bah oui, en tant qu'actionnaire du podcast, tu peux pas m'éluder comme ça. Non, je ne peux pas t'évincer, tu as un droit de regard sur toutes les émissions. Voilà. Même si tu t'en vas, si tu es en déplacement, ah bah tu vois, je te follow. Tu me follow jusqu'à Lyon, parce que nous sommes à Lyon. C'est ça. Pour Octogone. Tout à fait. Donc, toi, c'est ta première fois Octogone? Ouais, c'est ma première fois Octogone. Et alors déjà, petit coup de gueule. Vas-y. Alors, la ville s'appelle Lyon. Je n'ai vu aucun lion, pas une statue, pas un truc. Franchement, il pourrait faire un effort. Parce que... Alors que Belfort, ça s'appelle Belfort, mais il y a un lion. Tu vois. Ouais, bah écoute, en même temps, ça s'écrit pas pareil. Ouais, ça doit être... Et en plus, en fait, on est à Villeurbanne. Oui, ok, techniquement. d'accord. C'est pour ça. C'est pour ça, en fait. Okay. Parce qu'on n'est pas en centre-ville et il n'y a pas les statues. Alors, comment t'as trouvé le festival? Eh ben, écoute, c'est super sympa hein, comme festival. Sur deux niveaux, un niveau plutôt jeu de société, un niveau plutôt jeu de rôle. Voilà, il y a des conférences où on n'a pas eu le temps d'y aller, mais ça avait l'air intéressant. Des parties d'actual play aussi en live avec des gens connus qui ont des chaînes qui marchent bien et donc c'est pas mal pour les gens pour croiser voilà les gens qui font un peu le jeu de rôle. Ouais. Et le jeu de société et pas en reste non plus avec un bel étage où on peut pas mal jouer, même hier samedi on a pas mal joué quoi. Ouais, parce qu'en fait le festival il reste ouvert très tard le soir, donc ce qui permet, parce qu'en journée on va pas se mentir. Alors il est en 24 hein, il s'arrête plus. On va pas mentir, jouer au jeu de rôle en pleine journée c'est quand même très bruyant, très compliqué. Je pense que le soir, bon nous on l'a pas fait, mais le soir c'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus propice aux parties de jeu de rôle. Alors, on va quand même faire le petit point hygiène corporelle de Michel, le petit point Michel Dufresne. Voilà, on embrasse Michel parce que franchement, on m'avait dit il y a une légende urbaine sur l'odeur du deuxième étage. Oui. Et en fait, cette année, ils avaient ouvert les portes. Ils avaient ouvert les portes du deuxième et il faisait nettement moins chaud déjà et c'était nettement plus agréable. Même si le niveau 0, quand on est revenu de la pause déjeuner, était un peu violent. Après, voilà, est-ce que la météo qui est un peu plus clémente aujourd'hui permet d'ouvrir les portes qu'il ne faisait pas d'habitude Ouais, peut-être. Un jour, on fera un podcast entièrement dédié aux tips et astuces pour lutter contre cette horrible tendance des festivals. On va commencer par faire une petite partie news comme on le fait habituellement quand on fait une émission consacrée au jeu de rôle. Alors moi j'ai repéré le Kickstarter du jeu de rôle Terry Pratchett et tout de suite j'ai pensé à Kevin et puis à Elodie qui sont des fans de Terry Pratchett et à qui on fait aussi des coucous, des hugs, des bisous, tout. Donc l'idée c'est de pouvoir jouer au jeu de rôle dans l'univers du Disque Monde. Oui. Alors, moi je sais qu'il existait déjà une version, j'avais déjà vu passer une version en 98, une version de Steve Jackson Games qui avait eu une traduction en français. Alors je sais pas, est-ce que c'est celle-là qui est, je pense pas. Je suis pas sûr que ce soit ça du tout. Ils ont refait une nouvelle version quoi. Ouais, là ça va être en fait, je comprends que la French Edition, donc l'édition française, sera assurée par Arcane Asylum. Donc voilà, et ça s'appelle Adventures in Ankh-Morpork. Enfin, franchement, je pense que quand tu es une fan de l'univers, voilà, ça peut t'intéresser. Mais en discutant justement sur le Discord notamment avec Kevin, il disait que la difficulté pour lui, c'est que l'univers de Terry Pratchett, il est très spécifique. C'est aussi, il y a beaucoup de satire, en fait, d'ironie, d'humour, et que c'est pas forcément quelque chose qui sera facile à retranscrire. Il faut peut-être pas se leurrer sur le fait qu'on soit vraiment capable de jouer comme si on était... Non, oui, je pense pas qu'on va revivre des aventures comme Rincevent, mais jouer dans Ankh-Morpork, ça permet je pense, de jouer dans du médiéval fantastique, mais avec un cadre un peu différent et de temps en temps retrouver les personnages de l'université ou le bibliothécaire. Voilà, s'il faut aller demander un truc, ce sera le bibliothécaire orang-outan et faut pas dire autant, sinon il va me taper.
Je voulais parler également du travail de Max Desfief Cosmic, donc qui écrit des jeux de rôle indés. Il a sorti notamment cet été en fait un jeu de rôle dans un univers post-apocalyptique survivaliste qui s'appelle Nukadan. Donc voilà, qui reprend un peu les factions. On joue dans le cadre des royaumes confédérés de Belgique. Et ça reprend un peu tout le folklore belge avec beaucoup de clichés. Les frites et tout ça. Pas du tout. Mannequin Peace, non mais ça suffit, monsieur Schutz. Non. Et voilà, donc ça c'était son jeu de rôle et qui utilise un système de jeu en fait avec le D10. Et il a aussi sorti un autre jeu de rôle, je crois que le kit démo est gratuit, qui s'appelle Baroque, là qui va être dans un univers beaucoup plus steampunk fantastique. Voilà, donc avec une portée assez politique en fait dans le discours, et qui réutilise le même système de jeu quoi. On va continuer avec on va parler des Miaulements d'Ultar dont on avait déjà discuté le mois dernier. Oui. Donc le jeu de rôle de Xavier Laporte qui est actuellement en financement participatif sur Game on Tabletop. Ouais. Et Xavier, vous l'avez entendu en interview la semaine dernière, de l'épisode qui est sorti le 24 octobre. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur le jeu, vous pouvez bien sûr écouter l'interview et puis aller voir le financement de son jeu. Donc, c'est un jeu auto-édité, complètement indépendant, dans lequel on incarne des chats qui viennent d'Ultar, forcément, et des contrées du rêve, et puis qui ont des pouvoirs assez forts. Et mais qu'il faudra utiliser avec parcimonie. Avec parcimonie, ouais, parce que ça va très vite d'utiliser ces points de magie en fait pour utiliser les pouvoirs. Et globalement, on peut jouer surtout en pulp et on va refaire des aventures de Cthulhu assez classiques, mais vu du point de vue de chat et assez pulp, donc avec aussi tout l'aspect drôle que peut susciter en fait le fait d'incarner des chats en termes de roleplay. Ouais. Donc les pouvoirs, c'est pas que miauler jusqu'à ce qu'un humain ouvre la porte. Non, c'est un peu plus fort, quoi. C'est un petit peu plus fort que ça, même si ça marche vachement bien. Oui, ça marche bien. Moi, je trouve que les chats s'en sortent très bien finalement. Donc voilà. On peut parler aussi de Rafio Fringant. On avait parlé de Arceus Adventure en fait, du financement participatif, qui manifestement n'a pas fonctionné comme ils l'entendaient. Donc ils ont rebooté la campagne de financement sur Game on Tabletop justement, et elle a repris le 24 octobre. Donc je rappelle, c'est un peu le côté Indiana Jones, un peu pulp aussi, décidément. Donc où on va affronter une sorte de société secrète nazie. Voilà, je referai toujours la même blague. Si on peut casser des nazis, ça fait toujours plaisir. Donc, allez voir le financement, puisque il a tout rebooté. Ils ont reconçu un peu le déroulé de la campagne. Alors, moi, j'ai vu un live de Romaric Briand. Romaric Briand qui lance un nouveau jeu de rôle, Ulysse 31, dans lequel on peut pas jouer Ulysse parce qu'il dit il serait trop fort parce que voilà, c'est Ulysse, mais on peut jouer ses compagnons, donc Télémaque ou même Nono, le petit robot. Et donc voilà, il a fait une vidéo sur son site où il explique un peu le principe de son jeu de rôle, et c'est un principe assez sympathique pour les combats. Et il faut une petite tasse ou un petit verre dans lequel quand on fait des actions de combat, quand on décrit ce qu'on fait, les joueurs mettent une petite pierre blanche, le MJ met une petite pierre noire, et à un moment donné, pour résoudre le combat, on renverse toutes les pierres dans une petite coupelle, et là on lit les oracles, et en fonction de comment sont placées les pierres noires, les pierres blanches, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts si elles sont une sur l'autre. Voilà, tu te gênes, tu vois, quand tu combats et tout ça, et ça fait si les pierres blanches sont entourées de pierres noires, tu te prends des dégâts, et si je sais plus comment c'est. Enfin voilà, il y a une lecture d'oracle avec des pierres qui est assez sympathique, et donc il l'avait mis en téléchargement libre, mais alors là, si vous allez sur son site, il n'est plus disponible pour le moment parce que il est en discussion pour avoir les droits officiels, parce que c'est un jeu amateur, un fan-made. Oui, c'est ça. Oui, il n'a pas les droits il n'a pas les droits, et du coup là, il est en train, donc il l'avait offert gratuitement. Et là, donc il est en discussion avec les ayants droit
qui ont fait la série, parce que c'est une série française, franco-belge, avec un peu d'animation japonais. C'est un partenariat, c'était français et franco-japonais. Ok. Et donc là, il est en discussion avec les ayants droit pour avoir le droit officiel licence, d'utiliser la licence. Ouais. Donc ça peut être pas mal, quoi, de jouer. Et c'est un système assez simple où on fait des actions, on peut mettre des petites pierres. C'est assez original en tout cas. Et c'est assez original, la lecture d'oracles, comme le petit côté Ulysse et les oracles. Oui, ça fait penser un peu à la Pity. Voilà. C'est ça, l'idée est un peu là, quoi. Oui, c'est ça. Sinon, on va parler d'un jeu qui a été proposé par Com Martin aussi, qu'on a vu hier d'ailleurs. Oui, on l'a croisé hier. Il fait aussi un big up, si vous écoute. Qu'il a délivré il y a quelques temps sur sa page Itch.io, c'est les Chroniques de Sainte-Clairvie. Donc l'idée en fait c'est qu'on incarne des c'est pas un jeu qui se veut burlesque ou drôle, hein. On est dans une ambiance qui est quand même plutôt sérieuse, mais en gros il y a une sainte, donc Sainte Clairvie, qui revient, qui est rappelée sur Terre par le Seigneur pour mener une mission, et en fait les joueuses vont incarner les témoins du retour de la sainte, voilà, et donc l'idée, c'est d'imaginer ce qui pourrait se produire dans ce contexte. En fait, il peut y avoir des moments absurdes, mais ça se veut pas drôle, hein. C'est pas du tout le cas. Ça reste sérieux. Et l'idée, c'est d'avoir un jeu avec un récit un peu choral entre tous ces témoins en fait du retour de la sainte. Donc on joue pas la sainte. Non. On joue les témoins de. Ouais, exactement. Et ce qui est hyper marrant, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que l'idée, c'est que chaque joueuse et donc personnage qui vont être incarnés vont utiliser des systèmes de jeu différents, parce qu'on va pouvoir jouer avec des cartes, avec des dés, avec des dominos, avec des jetons. Donc l'idée, c'est presque que chacune ait son mini-jeu dans le jeu, quoi. Ok, ouais. Donc ça, c'est toujours des propositions intéressantes et originales qui revisitent un peu aussi ce qu'on peut faire dans le jeu de rôle. Ouais. De mémoire, il y a un jeu de rôle comme ça qui utilise cette idée d'avoir des mini-jeux. Je crois que c'est le système. Je ne vais pas retrouver on en avait parlé avec Melville, donc je vous renvoie à cet épisode-là. Mais en tout cas, voilà, c'est sur sa page Itch.io. Et le dernier truc qu'on va parler, c'est un jeu dont on n'a jamais parlé de notre vie. D'ailleurs, on n'y a pas joué. Mais si, c'est on a raté l'info. Enfin, on vous a pas donné l'info, mais Alice is Missing a une extension. Excusez-moi. A une extension maintenant. Donc ils ont sorti une petite boîte d'extension. Donc Alice is Missing, c'est le jeu de Spencer Stark qui est sorti en français chez Ori Games. Oui, tout à fait. Et donc en fait on retrouve selon ce qu'on nous dit, j'y ai pas encore joué, donc on a des nouveaux suspects, des nouveaux lieux, des relations inédites entre les joueurs et les joueuses. Donc c'est pas mal. Et donc on incarne 4 nouveaux proches d'Alice. Ouais, donc l'idée c'est de reproposer en fait si on a fait déjà pas mal de parties en incarnant tous les personnages possibles, c'est sûrement de proposer changer, des lieux un peu originaux. Oui, puis je pense que le fait de changer les relations en fait des joueuses avec le personnage d'Alice va permettre aussi de partir dans d'autres directions. Tu vois, si tu veux jouer un parent, ça peut aussi. Est-ce qu'on joue toujours on pourrait jouer des adultes en fait. Est-ce qu'on a envie de jouer des adultes? Moi, je suis pas sûre d'avoir très envie. Finalement, c'est un peu notre quotidien. Donc, de toute façon, ça, je pense qu'on. Moi, je pense qu'on va le tester. On va y jouer, clairement, puisqu'on est tous les deux, on l'a dit, on a beaucoup aimé le jeu d'origine, donc. Je pense que ça, on vous en reparlera. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Alors, on avoue, on est au petit-déj. Hein. On est un peu fatigué, donc on fait au mieux, mais on vous en reparlera, ça c'est sûr. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif. Alors, pourquoi on est au petit-déj ensemble? Voilà, parce que donc on a fait le festival ensemble. Oui, voilà. Et donc on a joué. Alors là, on est dimanche matin. On a joué toute la journée d'hier. Oui. Alors moi j'avais commencé vendredi soir, mais on va en reparler parce qu'en fait on a un jeu qui est un peu fluff sur 2 soirées. Et donc hier matin on a commencé par
un jeu mémorable. Ça commençait très fort. C'était vraiment pour nous faire plaisir, pour pouvoir. Non, mais c'est pour rentrer dans le monde du jeu. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. On a joué. On est venu avec nos yeux un peu innocents. Voilà, nos yeux innocents. Et on a joué au Uno. Presque. On a joué à Echo. Alors E-K-K-O, pas Echo avec comme les échos. Non, oui, mais c'est. Je pense que c'est voulu le titre de faire des échos parce qu'il y a il y a un principe de Uno où si c'est pair, faut mettre plus petit, si c'est impair, faut mettre plus grand. Donc c'est très très simple. Et il y a un système, si on a joué le 35, ben moi je peux, si quelqu'un joue le 35, moi je peux jouer le 53, le miroir, et interrompre le tour, voilà, et joué en écho avec le truc. Et puis il y a un système aussi, si on joue des multiples de 11, voilà, on peut rejouer. Franchement, c'était pas très bien. C'était même pas. Enfin, non, vaut mieux jouer au Uno quand même. Parce qu'il y a des plus 4. Quoi. Non, mais en fait, ça n'a. Enfin, tu comprends pas pour l'intérêt de sortir ça. Ouais, je ne sais pas. Ouais, ça fait partie des mystères de l'édition. Ouais. Et en plus, on pourrait se dire que le jeu aurait une dimension un peu plus. C'est pas brainy, parce que, enfin, faut pas exagérer, mais comme tout est écrit sur les cartes, quand vous jouez une carte, c'est marqué plus ou moins, c'est marqué rejouer. On pourrait se dire, moi, mon premier truc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, quand j'ai lu pair, faut mettre au-dessus et impair en dessous, ou l'inverse, je sais plus. Je me suis dit, oh punaise, ça c'est le truc, on va jamais s'en souvenir. Et en fait, j'ai pris les cartes et il y a un gros plus ou un gros moins en plein milieu, quoi. Donc, du coup, c'est un jeu où tu ne fais rien, quoi. Oui. En fait, t'as pas de vrai, t'as aucun challenge, quoi. T'as aucun challenge, aucun contrôle. En plus à 2, alors nous on a joué qu'à 2, donc c'est sûr que c'était pas idéal, mais c'était pas idéal, mais t'avais un peu plus de contrôle que quand si tu joues à 4. Oui, parce que le but c'est de se défausser de ses cartes. Voilà, faut se défausser, comme au Uno. Ah bah tiens, quelle coïncidence. C'est ça. Alors c'est Echo, c'est un jeu de Xavier Jonot qui est publié chez Flying Games et l'illustratrice c'est Alison Machepi. Bon voilà, c'était vraiment pas terrible. Enfin, c'était même pas terrible, c'était nul, quoi. Enfin, soyons honnêtes. Enfin, vraiment leur genre de sortie totalement dispensable. Ouais. Ensuite, on avait joué à un jeu pour enfants chez Banquise, Tengu, un jeu de Julien Griffon et Xavier Violo qui est illustré par Christine Alcouf. Je pense que ça reprend un peu l'univers et visuel et dans l'idée quand même, parce que ça reste un jeu à communication limitée, de Yokai. Qui était aussi un jeu chez Banquise de Julien Griffon, mais c'est adapté vraiment à des enfants très jeunes. Donc là, on plus c'est sur la boîte. Plus, voilà. Donc en fait, on va avoir un petit, on va composer une grille de, je crois, de 4 sur 5. 4 par 3. 4 par 3. 4 par 3. Ah ouais. C'est moi qui ai placé les tuiles. Ah ok, donc t'en es sûr, c'est bien. Et on va avoir 3. Alors dans le premier niveau, 3 personnages. Après la grille augmente aussi. Hein. Oui, parce qu'il y a une. Ça t'a mis en erreur. Oui, c'est pour ça. Parce qu'en fait, vous verrez, il y a une progression dans la difficulté en rajoutant de plus en plus de tuiles. Et en fait, le but c'est de faire que chaque petit personnage retrouve ses objets. Oui, se retrouve ses petits avant qu'on ait vidé une pioche. Et donc voilà, on va se déplacer sur les cases. On va regarder ce qu'il y a en dessous. On va donner un indice en posant un jeton dessus et par déduction les partenaires on va finir par trouver quel est le bon objet qui est en dessous. Parce que si c'est sa couleur, si c'est ma couleur, je retourne et je prends l'objet. Et si c'est pas ma couleur, donc je mets juste un pion pour indiquer l'objet, pour dire que c'est un objet. Et donc on sait que c'est une des 2 autres couleurs. Voilà. Donc c'est un peu il y a et puis au fur et à mesure qu'on arrive à trouver les objets, donc on retourne les tuiles. On se déplace de plus en plus vite. Oui. Il y a aussi une optimisation. En fait, du coup, c'est un jeu. Il y a de la mémoire, il y a de la déduction et il y a aussi un peu d'optimisation parce que ça vaut le coup d'aller libérer essayer de libérer rapidement des endroits pour créer des chemins plus rapides se déplacer. Parce que si on a à son tour de jeu, on pioche une carte et ça va nous indiquer quel personnage avancer. Et si on finit la pile, en fait, et qu'on n'a pas trouvé tous les objets, on a perdu, quoi. Nous, ça nous a beaucoup plu. Ouais, ça nous a beaucoup plu. On avait perdu la première partie, on a dit non. Oui, on avait fait un peu n'importe quoi, je pense aussi. Et du coup, on a refait une partie, on a gagné, mais on a gagné, c'est pas les doigts dans le nez, toi. C'était quand même sur le fil en fonction de trucs, donc c'est pas mal. Et puis voilà, première partie, je pense pour des enfants, oui, peut-être un peu moins de 6 ans, ça peut passer.
Mais comme on l'a dit, comme ça progresse. Comme ça évolue, après, les autres, il y a peut-être un peu plus de challenge. Mais ouais, donc, et oui, voilà, donc il y avait 5-6 missions de mémoire. Ouais, mais d'évolution, donc ça peut. Je trouve que parce que le fait que la proposition du jeu, ça mélange un peu tous ces éléments. Oui. C'est assez réussi en fait, et ça donne un jeu qui est assez complet finalement pour un jeu enfant. Oui. Alors ensuite, on a été jouer un autre jeu qui pourrait être un jeu enfant. Qui est vendu comme un jeu pour les enfants. Hein. Ouais. Déjà, c'est dans un univers Disney. C'est Chronicles of Light, Darkness Falls. Donc, un jeu qui est chez Ravensburger. L'autrice, c'est Pam Walls. Les illustrations, c'est l'illustration officielle des persos de Disney, puisqu'on va pouvoir jouer Belle, Lady Marianne, Violette ou Vaiana. Voilà. Donc, alors, c'est pas des princesses Disney, c'est des héroïnes Disney. Voilà, c'est des héroïnes Disney, il faut faire la différence. Elles ne sont pas vraiment princesses. Clairement, alors c'est un jeu coop. Ouais. C'était vraiment pas bien. Oui, si on enlève le thème. Oui, si on enlève la couverture Disney, si on enlève le Disney je sais pas qui achète ça. En fait, le jeu n'apporte il n'y a aucune contrainte, aucune tension, aucun enjeu. Oui, parce que les combats, on peut les recommencer. Autant de fois. C'est assez open bar. En fait, c'est un jeu où tout est assez open bar. On fait un peu ce qu'on veut. N'importe comment. On a vraiment le sentiment. Il y a une limite de 6 actions par tour, mais c'est très fort en fait. Ça va quoi. On n'est pas bloqué. Non, et comme tu le disais, les combats sont pas très punitifs, donc il n'y a pas tellement d'enjeux. En plus, c'est ultra répétitif ce qu'on fait chaque tour de jeu. On se déplace, on va battre un monstre, on fait vaguement, on essaie de faire sa quête. Et puis voilà, comme tu le dis, en fait, c'est un jeu qui est uniquement marketé pour être vendu à probablement à des enfants, probablement plus, c'est très. C'est toujours la difficulté, c'est que comme c'est des girl power quoi. Le problème, c'est voilà. Est-ce que c'est un peu woman washing, je ne sais pas. Peut-être. Je pense que je pense que c'est clairement une volonté que ce soit des héroïnes Disney qui combattent le mal quoi. C'est clairement ça la version truc, mais passer ça. Le jeu est vraiment. On prend pas. Je vois pas comment tu peux perdre en fait. Et du coup, il n'y a pas de tension, il n'y a aucun moment. Aux enfants, mais jouer en famille. Enfin, si vous devez jouer avec. bon courage. En fait, c'est vraiment le genre de jeu qui, je pense, n'a d'intérêt que si tu es vraiment fan de Disney. Ça. Et en dehors de ça, pour les qualités ludiques, on repasse. Parce que j'imagine qu'il faut faire un jeu très facile, entre guillemets. Oui, tu peux pas faire Ghost Stories dans l'univers Disney, quoi, en gros, en termes de difficulté. Du coup, ludiquement, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas une forte proposition. Donc, en dehors de ça, en dehors du côté Disney, tu n'as aucun intérêt à acheter ce jeu, quoi. Oui, c'est ça. Bon, c'est un peu fatigant parce que je trouve qu'ils font beaucoup de jeux comme sur ce style-là actuellement, et c'est un peu pénible, franchement. Là, ils ont la licence, à mon avis, faut l'exploiter tant qu'on peut. C'est ça. Écoute, peut-être on pourrait faire le Uno Disney. C'est pas ça doit d'ailleurs peut-être sûrement exister. Donc c'était vraiment pas bien. On s'est vraiment ennuyé à mourir. Et après, on a été jouer à un autre jeu. On a été jouer à Botanicus. Botanicus, oui. Alors ça, c'est un jeu qui est sorti chez Hansing Gluck. Tu noteras mon accent allemand. Ouais, après tous tes séjours-là. Oui, bien sûr. En Allemagne, maintenant, tu es fluente. Totalement. Les auteurs, c'est Samuele Tabellini-Ferrari et Vieri Masseini. Et les illustrateurs, c'est Marcel Gruber et Franz-Georg Stemmele. Alors, dans Botanicus, on incarne Alors, le thème est très cool, clairement. On fait des petits jardins. Voilà, on est le petit jardinier. On doit planter des fleurs, les faire... les arroser pour qu'elles grandissent, et puis ça va nous faire des jolis parterres. On va pouvoir faire des petits contrats. On a aussi des petits animaux qui vont venir dans notre jardin et qui nous rapportent des points. C'est un peu ce genre de jeu où on marque un peu de points un peu partout, plein de manières différentes. J'ai trouvé que alors il y a un système d'action. En fait, on va suivre une sorte de bande qui est en bas du plateau. Et donc, à chaque tour de jeu, on a le choix entre 4 actions possibles, avec la possibilité de se bloquer les uns les autres. Et en fait, tour 2, on passera à la deuxième colonne, et ainsi de suite. Et on va faire ça 2 fois, sachant qu'il y a des jetons bonus qui seront plus puissants au deuxième tour.
Ouais. Je suis pas toujours fan des jeux où comme ça on fait en deux fois. Enfin, on a l'impression de faire une sorte de deuxième manche qui se ressemble. Mais là, on n'a pas quand même le même feeling parce que t'es tellement pas du tout avancé la même part dans la partie que les actions intéressantes des premiers tours ne sont pas forcément celles du deuxième. Oui, parce que dans le premier tour, faut surtout planter. Donc c'est un type d'action avec la pelle. Donc des plus à essayer de planter le plus possible. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire, de planter. Tu m'as écrasé, on peut dire. Parce que voilà. Et c'est vrai que si tu commences tout de suite à planter, ton tableau il est bien plein, donc ça rapporte des points. Et après, deuxième partie, tu passes sur l'action upgrade d'arrosage. Et donc là, tu fais que upgrader tes trucs et tu augmentes tes points, quoi. Ouais, du coup, il n'y a pas les mêmes enjeux. En fait, les actions n'auront pas la même utilité dans la première phase par rapport à la seconde. Donc ça, ça fait qu'il y a, c'est pas artificiel cette deuxième phase. Et en plus, les bonus se changent et sont plus puissants. Moi, j'ai trouvé le jeu vraiment agréable. Mais on va pas se mentir, c'est un hockey game. Oui, voilà. Mais qui est bien fait. Oui, c'est bien fait, c'est joli. Il y a des petits meeples d'écureuils, de papillons, de petites grenouilles et tout. Voilà, c'est très joli. C'est bien fait. Voilà, c'est pas. Après, le jeu n'est pas exceptionnel non plus, mais tu vois, si on devait y rejouer, j'y rejouerais avec plaisir. Le seul truc moi qui m'a rendu perplexe, c'est que quand même, je trouve qu'il y a un énorme avantage à jouer en premier. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment fort de commencer. On peut réutiliser l'action d'un autre en payant, mais ça devient vite vite cher. Et je pense qu'il faudra essayer, parce que là, on a joué à deux et il y a un troisième joueur fictif pour bloquer un petit peu justement les actions. Faut voir si on a le même feeling à 3 ou si voilà. Ouais, ou à 4, c'est à 4, 3 ou 4, je pense qu'à 3 ou 4, t'es beaucoup plus obligé de payer, beaucoup plus souvent. Donc je pense que l'argent devient aussi plus tendu, ce qui était moins le cas peut-être dans notre partie, ce qui fait que l'action d'aller chercher de l'argent était moins... L'action aller chercher de l'argent, on n'y allait pas souvent. Non. Et alors que dans une autre partie, je pense que c'est peut-être plus obligé, quoi. C'est peut-être à retester à plus qu'au 2. Voilà, moi ce qu'on disait, c'est un hockey game, mais qui est bien fait avec un thème. Moi, ça me convient très bien comme type de thème. J'aime bien faire pousser des plantes dans les jeux, dans la vraie vie beaucoup moins. C'est pas désagréable du tout. Voilà. Plutôt une bonne surprise. Enfin, c'est pas une bonne surprise, mais plutôt un bon moment. C'est un jeu agréable. Ensuite, on a été jouer à Sierra. Avec un jeu de Pierre Buty avec Pierre Buty. Vraiment, c'était plus pratique pour être sûr d'avoir les bonnes règles. Là, on était sûr. Qui est édité chez Blam. Oui. Et je vais te dire le nom de l'illustratrice, qui est Audrey Marcagui. Donc dans Sierra, en fait, c'est un jeu nous on a joué. Alors on peut jouer en compétitif et on peut jouer en mode semi-coop. En fait, c'est-à-dire plutôt par équipe. Oui. Donc nous on a joué à 3 équipes de 2. L'idée c'est qu'on va composer en fait on fait une randonnée et on va donc récupérer des cartes de couleurs avec des symboles aussi qui vont représenter le paysage. Sachant qu'on devra toujours mettre toutes les cartes d'une même couleur côte à côte dans notre paysage. Alors, on peut faire une deuxième ligne, mais en gros... Il faut les aligner. Voilà. Il y a la ligne d'horizon qui est avec des crêtes, parce qu'on est un peu en montagne. Et du coup, il faut que les crêtes s'alignent et que ça fasse un joli paysage, quoi. Ouais. Donc, à son tour de jeu, en fait, dans l'équipe, il y en a un qui va piocher, qui va avoir 4 cartes en main de paysage et qui va en sélectionner 2 pour les poser. Et l'autre qui va piocher 2 cartes contrat, en tout cas 2 cartes de scoring en réalité. Oui. Et qui va devoir en garder une. Mais attention, la carte de scoring lui sera personnelle. Voilà. Il y a une carte collective de scoring, mais sinon les cartes de scoring qu'on pioche sont qui individuelles. Rapportent plus de points après, sont individuelles. Et on va alterner ces 2 phases à chaque fois, quoi. Voilà. L'idée de l'auteur nous a dit, c'est on fait le même voyage, mais on veut pas forcément regarder la même chose. On n'a pas les mêmes attentes. On n'a pas les mêmes attentes de voir. Certains veulent plutôt voir cette statue, l'autre voir autre chose. Et du coup, c'est comme dans un vrai voyage. On veut pas forcément voir tous la même chose. Il faut trouver un compromis pour gagner le plus de points. Et en fait, à la fin, on va donc compter les points. Donc, il y a des points qui sont partagés dans l'équipe et d'autres points qui sont personnels. Donc, les cartes objectifs, les cartes, les cartes de scoring. Et en fait, celui qui aura fait le plus de points a gagné. Oui. Mais ça va donner un bonus à son partenaire de randonnée. Ouais.
Et si avec le bonus, le partenaire gagne deuxième, alors c'est l'équipe en entier qui a gagné. Ouais. Moi, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Cette idée qu'on peut avoir, selon les cas de figure, soit une seule personne qui gagne seule, soit l'équipe en entière. Donc l'idée, c'est jusqu'à quel point finalement on a envie d'être solidaire de son coéquipier, sa coéquipière, pour accepter de ne pas avoir une victoire seule, mais de partager la victoire. Parce que c'est vrai que les cartes objectifs, en réalité, on a intérêt à se concerter si on veut optimiser pour que tous les objectifs matchent bien. Voilà, de pas avoir d'objectifs un peu antinomiques, même si c'est pas réellement possible. Mais voilà, s'il y en a un qui veut beaucoup de jaune et l'autre qui veut où il faut des paires de jaune et de violet, et que l'autre il lui faut des paires de rouge et de vert, c'est dommage. Ça va être difficile de se mettre d'accord. C'est ça, le fait de se concerter un peu sur les objectifs permet ensuite que le choix des paysages soit beaucoup plus efficace. C'est ça, parce qu'il faut aussi après argumenter sur les paysages. Je dis bon, alors là je te donne, je veux bien te mettre une carte verte parce que ça t'arrange, mais pour l'autre carte tu me mets une carte où il y a plutôt un symbole rivière, ou je sais pas, parce que ça va m'arranger moi pour le décompte aussi. Voilà, donc c'est un peu de la négociation au sein de l'équipe, quoi. Alors c'est vrai que de fait on joue beaucoup avec son partenaire. Ouais. En revanche, on joue nettement moins avec les autres équipes. Il y a une phase de draft, mais en vrai, on a déjà du mal à se concentrer sur ce qu'on fait sur ce que fait l'autre. En tout cas, dans une première partie, c'est compliqué de prendre en considération ce que fait l'équipe à qui on passe les cartes pour essayer de la bloquer. Oui, c'est ça. Moi, c'est un peu le feeling que j'ai ressenti et qui m'a un peu, alors pas dérangé, mais qui m'a un peu rendu perplexe. C'est que on était 6 à jouer au jeu, mais moi j'ai joué qu'avec toi et on a perdu. Alors, tu vois, c'est ça. On a joué. J'ai eu l'impression de jouer qu'avec toi et aucun de nous n'a gagné. Tu vois, on est. T'as une petite frustration là-dessus? Non, mais j'ai l'impression voilà, les autres. Alors ils avaient d'autres objectifs, ils avaient un autre paysage. On n'a aucun moyen dessus. Voilà, c'est pas ça. Moi, ça me rend perplexe, ce truc. Je dis pas que c'est pas bien, c'est juste ça m'intrigue le fait de pouvoir. C'est moi, si un couple que t'aimes pas trop, avec qui t'aimes pas trop discuter et qui s'invite pour une soirée jeu, bah tu fais ça comme ça. Toi, tu es avec ta femme. Eux, ils sont dans leur coin et à la fin, bah voilà, c'était une belle partie. Merci, au revoir. c'est un peu le feeling que j'ai ressenti. Et voilà, alors après, c'était notre première partie. On discutait à moitié un peu avec l'auteur, on va pas se cacher. On n'était pas. Tu veux dire que j'étais dissipé, on peut-être. n'était pas très focus sur la partie, donc on aurait pu peut-être mieux jouer. Faut peut-être refaire une partie ou voir si on peut. Moi, j'avoue que ça m'a plutôt. Moi, ça m'a bien plu. Ça m'a pas trop gêné en fait. Ce côté, ce que t'expliques, qu'au final, on est joué surtout tous les deux, ni toi ni moi ni Guillaume. Moi, j'aime bien en ce moment, j'aime bien les jeux par équipe. Je sais pas, je me suis trouvé une sorte d'intérêt relancé. Je pense que c'est l'idée de jouer à Twilight Struggle par équipe qui m'a. Écoute, tu parles à un mec qui fait du jeu de solo sur Twitch avec des gens, donc voilà, c'est ça. Moi, j'avais bien aimé en fait ce côté par équipe et le fait de devoir se concerter, et ce qu'on n'a pas, je pense, fait au mieux. En réalité, on n'a pas été super, efficace dans nos choix. Oui, on n'a pas tout optimisé. Et après, il y a quand même le côté. Je trouve que le paysage que tu construis, malgré tout, il y a ce petit côté très satisfaisant. En plus, objectivement, c'est très très joli. Oui, c'est très joli. Et de fait, la qualité visuelle de ce que tu construis te donne quand même, je trouve, suffisamment de sens à tout ce que tu as fait dans le jeu. Et voilà, moi, j'aimerais bien y rejouer. Je sais pas si j'aurais envie de jouer au jeu en compétitif. Bon, je pense que si t'es qu'à deux, si tu peux pas faire des équipes, oui, tu vas le faire, mais. Je pense que le sel du jeu, c'est vraiment ça, de trouver des synergies avec ton partenaire. D'optimiser tes objectifs et ton chemin pour suivre, pour faire une belle balade, quoi. Ok. Donc ensuite, nous avons joué à Fairy Ring chez Repos Prod, qui est illustré par Maud Chalmel, et c'est un jeu de Laurence Grenier et Fabien Tanguy. Alors en fait, c'est un peu le Monopoly au pays des champignons. C'est ça.
Ça a énormément raccourci. En fait, on va... je rigole à moitié parce qu'en fait, on va drafter des cartes champignons. Il y a plusieurs catégories de champignons qui, bien sûr, rapportent... Score différemment, rapportent de l'énergie en réalité. Et on va les placer devant nous. Et ensuite, sur ces cartes champignons, il y a un nombre qui est inscrit qui permet de dire de combien on avance notre fée. Et on va avancer ainsi sur nos cartes et puis tourner en sens horaire. Et donc, on va effectivement passer chez les adversaires. Et selon l'endroit où on s'arrête, ça va nous faire marquer des points d'énergie et ça va en donner aussi à nos adversaires potentiellement. Donc, il y a tout... en fait, c'est un peu comme le Monopoly. Si tu tombes, tu vois, rue de la Paix et que c'est chez moi. Alors que là, on va dire, c'est pas comme le Monopoly parce que tu choisis ta carte où tu peux arriver. Oui, t'as pas le côté... Mais en fait, comme si tu joues en premier, tu choisis vraiment. Si tu joues en troisième, c'est un peu plus hasardeux. Parce que comme tout le monde, comme on rajoute tous une carte dans notre village de champignons. Soit on peut l'augmenter en hauteur. Donc là, on rajoute pas de nouveaux champignons à travers. On rajoute pas de nouveaux champignons, ça va pas changer mais ça va faire des scorings plus forts. Mais voilà, ça va scorer plus fort. Soit on fait une ville plus grande pour être sûr qu'il s'arrête. Et bien sûr, il y a des petits contrats. Et alors, là, une autre particularité, c'est que quand j'ai 20 points d'énergie, je peux les convertir pour faire un point de victoire. Et les points de victoire sont cachés. Alors, moi, j'ai vraiment pas du tout aimé le jeu. En fait, je pense que déjà, il y a en fait, j'ai du mal à comprendre pour qui est ce jeu, à qui il est destiné, parce qu'en fait, il est quand même un peu hasardeux et il n'y a pas beaucoup de contrôle parce que ou si tu veux vraiment contrôler, faut vraiment tout compter. Et ça devient vite horrible. Ça devient vite. Donc en fait, je pense que pour des joueuses très chevronnés, je sais pas si le jeu sera satisfaisant en termes de parce que beaucoup de hasard, etc. Et ensuite, pour des joueurs et joueuses plus débutants qui voudraient une alternative justement au Monopoly, le problème, c'est que le jeu est bien trop compliqué. Et alors, je suis super perplexe sur cette histoire de conversion d'énergie en points de victoire. J'ai un peu de mal à saisir Alors, je pense que c'est pour brouiller en fait les pistes et que tu es toujours la... Oui, c'est pour éviter le kingmaking qui peut se faire quand on voit que quelqu'un est assez haut. On va sinon essayer de s'arranger pour pas passer pour le pourrir, pour pas s'arrêter chez lui. Du coup, c'est peut-être pour éviter. Je pense que c'est pour éviter ça. Mais... Et pour éviter de mettre plein de points d'énergie. Surtout que les points d'énergie, c'est des points en plastique, des jetons assez épais, quoi. On peut faire encore je sais pas si les éditeurs savent encore qu'on peut encore faire des petits tokens avec en dépunchant des punchboards en carton pour faire les points de victoire, peut-être. Ça existe toujours cette technique. Vraiment, je pense que la conversion, moi, ça me pose pas de problème à titre perso, mais je pense que c'est un vrai sujet pour plein de personnes. C'est une petite gymnastique qui va être... Surtout qu'après, on fait les 20 points. Alors au début, on gagne 2 points. Mais si on optimise bien, je sais que toi, tu as bien optimisé. À certains moments, tu faisais 32 points, je crois, si tu t'arrêtais bien, quoi. Donc, 32 points, ça fait 1 point de victoire plus 12. Donc déjà, il faut faire la manip ou prendre 32 points et ensuite enlever 20. Enfin, c'est... Et en plus, il y a aussi des petites cartes contrats, en fait, objectifs qui sont communes. Qui rapportent aussi des points de victoire. En fait, il y a un peu de tout, quoi. Et moi, je pense que c'est vraiment... J'ai trouvé que le jeu, si tu voulais... C'est ce que tu disais, si tu veux avoir un peu vraiment du contrôle sur ce que tu fais, tu peux rentrer dans des phases de réflexion pendant le draft. Or, le draft, c'est quand même quelque chose qui est en général mis là pour pas qu'il y ait de temps mort. Pour être donc, si tu commences à faire de l'analyse, paralyse sur les phases de draft, on s'en sort plus, quoi. Donc, c'est très joli. Moi, j'ai trouvé ça très joli. Oui, c'est très joli. Il y a des petites figurines qu'on déplace. Puis les illustrations des champignons sont très chouettes, c'est coloré. Ça, c'est vraiment réussi. Est-ce que c'est LSD ou est-ce que Cosmic Frog? Ouais, c'est ça. Non, c'est plus champignon hallucinogène, un petit peu. C'est un peu Billy the Kick. Ouais, c'est ça. C'est plus Billy the Kick que Lucy in the Sky, mais franchement, moi, j'ai trouvé ça pas bien. Et je ne saurais pas expliquer complètement le sentiment vraiment de
En vrai, en plus, heureusement, ça joue en 2 phases. Là encore, on a 2 phases de jeu. Alors, bien sûr, la deuxième phase, les cartes sont plus puissantes, mais en gros, tu fais exactement la même chose. Et à un moment, j'avais compris qu'il y avait une 3e phase, et on arrivait à la fin de la deuxième, et je me disais, putain, on va encore une 3e, et je n'en peux plus, quoi. Je me disais, allez, j'étais un peu à vous dire, allez, on se dépêche. Bon, heureusement, ça s'est arrêté avant. Et en général, si je commence vraiment à avoir envie que la partie s'arrête, c'est que c'est pas très bon signe. C'est pas bon signe, oui. Ensuite, on a joué à un proto. Oui. Qui a un titre qui est bien sûr pas le titre définitif, puisque c'est un titre qui reprend une licence d'une série télé bien connue avec des dragons, et puis aussi des marcheurs dans le nord, marcheurs blancs, voilà, et un grand mur. Et un grand mur, donc voilà. C'est un proto de Pierre Vutti, qui est un jeu d'affrontement pour 2 joueuses, dans lequel effectivement on va avoir 4 actions de base qui vont être si je me trompe pas, c'est esquive, feinte, parade, attaque, qui se résolvent dans un certain ordre. Là. Donc à son autre tour de jeu, on va choisir 2 cartes de notre main et on va les jouer face cachée. D'abord une première. On va en résoudre une première chacun ou chacune, et puis on va voir qui. Donc par exemple, si tu as fait, imaginons que moi j'ai joué l'attaque, si toi tu as joué parade, en fait tu arrêtes mon coup. Voilà. Je ne pourrais pas te faire de dégâts. En revanche, je vais quand même prendre les jetons. Et on a donc ce système de jetons qui correspondent aux actions, qui permettent, si on en a beaucoup, de rendre nos actions beaucoup plus puissantes. Et aussi d'être dépensés pour rajouter des capacités spéciales d'attaque, ou de défense en fait, à notre personnage. Ça nous a bien plu. On a passé un très bon moment. Clairement, je pense que c'est ce qu'on a discuté avec l'auteur. Il y a encore du développement, peut-être. Voilà, on a discuté un peu de ce qu'il pouvait imaginer pour que le jeu soit encore mieux. Plus peut-être qu'il y ait un peu plus de tension. Mais oui, là, tu as déjà pas mal de tension, de guessing, de dire savoir qu'est-ce que... parce qu'en fait, comme on prend des jetons, on sait que... quelle action on a intérêt à faire, voilà, parce quelle action est puissante chez nous. Voilà, on sait quelle action est puissante chez nous. On voit les jetons de l'autre, on dit, bon, là, s'il m'attaque ce tour-ci, ça va pas être bon parce que... Il va me faire beaucoup de dégâts. Il va me faire un maximum de dégâts. Donc, il faut que je mette ma parade ce tour-ci. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de guessing. Voilà. Et après, comme tous ces jeux d'affrontement, il y a de plus en plus... je pense que quand tu rejoues, tu as tout le metagame qui s'instaure, donc qui est toujours très cool. Voilà. Mais effectivement, peut-être que ça manque encore... Je pense qu'il manque pas grand-chose, parce qu'il ne faut pas non plus que le jeu soit surchargé, sinon ça devient moins agréable à jouer. Mais il manque sûrement quelques petits trucs pour créer encore plus de tension dans le jeu et que le guessing soit encore un peu plus difficile, quoi. Ouais, parce que là, on a souvent réussi à se... Tu as souvent réussi. Je t'ai bloqué. Et oui, il y a un système, donc on prend des jetons, et en fait, quand quelqu'un a tous les jetons, à la fin de son tour, il doit les remettre au milieu. Donc, on va se stuffer, mais si on se stuffe au maximum, mais qu'on est paré à ce moment-là, on a perdu, donc faut faire avec parcimonie. Faut se stuffer avec parcimonie, quoi. Ensuite, on a joué à Loot, qui est un jeu édité par Gigami, qui est un jeu de Charles Chevalier et Laurent Escoffier, et qui est illustré par Nayad. Donc, c'est un jeu de placement de tuiles sur une petite grille personnelle. On est des vikings. On arrive dans un fjord. Bon, je refais ce que je refais ma blague. J'ai quand même fait, pendant les explications de règles, j'ai dit à Dédé Schütz comme un yaourt, et ça l'a fait rire, mais ça n'a fait rire personne d'autre autour de la table. J'étais très déçue. Et donc, on va poser nos meeples en fait sur une carte commune, sachant qu'on peut poser nos meeples de façon à notre tour de jeu, on pose un meeple adjacent à un meeple déjà posé pour récupérer des petites maisons, des tours, des châteaux, des moutons, des haches. Il y a des moutons. Il y a des moutons. Donc, ça, c'est le point. Donc déjà, le jeu part avec un énorme, une cote d'amour très élevée. Et donc, après, on récupère ces jetons pour les placer chez nous. On a des petits objectifs à faire. On va pouvoir en récupérer d'autres. Et puis après, selon les jetons qu'on pose, on marque des points de victoire. Avec des on va pouvoir mettre des petits contrats pour avoir des multiplicateurs de... Et puis on a 3 petites tuiles spéciales qui nous permettent soit de poser là où quelqu'un s'est déjà posé, de poser deux meeples d'affilée. Bien sûr, il y a des règles de prise pour les bâtiments qui diffèrent à chaque fois. Ça, il y avait juste ça que moi j'ai trouvé, ils auraient pu leur rappeler, faire un petit test de jeu de comment on prend une maison, comment on prend
une tour ou un château, parce que c'est un peu... Alors quand il y en a un, ça va, mais quand on commence à en avoir plusieurs, ça nécessiterait un petit truc un peu... juste une petite aide pour se rappeler exactement. Moi, j'avais déjà joué au jeu. Donc toi t'en as pensé quoi? Moi j'ai bien aimé. Après c'est un jeu de placement optimisation chez soi, ça moi c'est bien ma cam quoi. Donc on se place, on optimise. Après voilà, je pense oui, ça gagne à être joué, de savoir que voilà, vaut mieux essayer de faire beaucoup de points sur un truc plutôt que d'essayer d'être un peu partout et de trouver voilà, on a des multiplicateurs qui sont tirés, il y en a 5 de disponibles et ils sont tirés au hasard, donc essayer de repérer ce que j'ai sur mon plateau et de dire il faut absolument que j'ai ça parce que ça me multiplie beaucoup, comme j'ai beaucoup de moutons, ça a multiplié mes moutons. Comme de par hasard les moutons. Moi je trouve pas le jeu désagréable, tu vois, c'est assez satisfaisant parce que tu arrives toujours à faire quelque chose. Oui. Ensuite, je sais pas si sur plusieurs parties, tu vois, si ça passe l'épreuve de beaucoup de parties, est-ce que tu as vraiment envie d'y rejouer? Oui, je suis pas sûr que ça t'emporte pas non plus. Oui, voilà, c'est pas... Tu vas pas dire, allez, on va rejouer parce que je veux tester une autre stratégie. Il n'y a pas vraiment de stratégie. Ça dépend surtout de comment on va se placer sur la carte. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de se bloquer dans la limite du raisonnement, parce qu'on peut... je suis pas sûre que tu as envie d'explorer. Je préfère que la proposition elle soit assez forte pour que tu aies envie d'explorer plus ce que tu vois, le jeu fonctionne bien, mais il est pas non plus, il transporte pas du tout. On va pas faire 40 parties ou même refaire 2-3. Si on parle de la fameuse intensité du désir de rejouer, je sais pas si bon là j'y ai rejoué parce que toi on était toi et puis l'autre personne avec qui on jouait avait envie de jouer, mais de moi-même je suis pas sûre que tu vois j'y retournerai. En plus le souci que j'ai, c'est que quand tu places tes tuiles, bon ça c'est vraiment un détail matériel, mais quand tu places tes tuiles, c'est des plateaux en feuilles un peu plus épaisses que de la feuille du papier normal. Moi c'est direct, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre ça tout part en fait. J'ai donné un coup de coude dedans et je trouve que c'est un peu cheap quoi. Bon, je vais pas trouver spécialement, mais après ça oui, c'est pas des gros plateaux. Je pense que c'est pour réduire le coût du jeu. Oui, bien aussi, sûr. Quoi, mais bon, ça nous aura pas, c'est pas désagréable, mais je pense que si vous y jouez jamais dans votre vie, vous serez pas passé à côté d'une énorme claque ludique. Ensuite, on a joué. On parle de Lose. Oui. Alors, on en avait parlé dans le débrief des Sims parce que c'était Julien et Hammer qui avaient été y jouer. Donc, Lose, c'est le jeu de Taiki Shinzawa. Là, il est édité par Yellow 10 ans après sa sortie au Japon. Les nouvelles sont fraîches, disons. Et alors, on le rappelle. Mais parce que c'est un jeu de pli, Paul c'est un jeu de pli, voilà, c'est ça. Il était temps. C'est un jeu de pli dans lequel on va jouer avec. En fait, on ne connaît que les couleurs de nos cartes, on ne connaît pas les valeurs, mais les cartes ont été triées par un de nos partenaires au préalable pour qu'on sache quand même dans quel ordre elles sont. On doit parier, comme dans beaucoup de jeux de Taiki Shinzawa, il faut parier sur le nombre de plis qu'on pense faire. C'est ça c'est le fait d'être proche de ce qu'on va faire réellement qui va rapporter des points, bien sûr. On va jouer en 4 manches. Moi, j'ai trouvé le jeu est très bien. Y a pas, tout le monde le dit et je confirme. J'avais jamais joué à celui-là. Et j'ai trouvé le jeu très bien. Il y a un vague thème dont on se fout complètement. Oui, il y a franchement, de couleurs, quoi. Voilà, exactement. avec des nombres dessus, waouh, incroyable. Avec des chiffres dessus, pardon, incroyable. Et c'est très bien. Alors, c'est vrai que comme il faut avant de jouer, il faut regarder bien ce qu'ont les autres parce il y a des cartes qui sont enlevées, mais on va pouvoir en déduire ce qu'on a. On a toute une espèce de gestuelle où on se tord pour regarder. À droite. Donc je pense que pour quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, il doit se dire que c'est un peu une sorte de... Qu'est-ce que c'est cette danse? Ils peuvent pas tourner leurs cartes pour les voir. Mais oui, après c'est tout ce qu'on en a dit. Moi je trouve ça très bien. C'est très bien et comme sensation, voilà, après on retrouve la sensation du jeu de pli. On peut essayer de compter un peu, si on a 3 cartes, on sort celle du milieu, on dit elle est aussi haute que ça, et on regarde un peu à côté et on dit voilà, avec cette autre carte qui est probablement plus forte. En fait, on découvre sa main au fur et à mesure des plis qui tombent parce qu'on a de plus en plus d'informations finalement. Voilà, et du coup d'habitude quand on joue une carte,
dans notre cerveau, il la regarde pas parce qu'on sait à peu près ce qu'on a joué. Et là, en fait, c'est quand on joue une carte, c'est là où on découvre sa carte. Donc, même si on ouvre le pli, faut se dire, j'ouvre le pli, ok, j'avais mis quoi comme carte exactement. Ouais, parce que moi, je trouve que c'était des bonnes sensations et la phase où on doit dire le nombre de plis qu'on va faire est ultra tendu, quoi. Ouais, on sent que c'est vraiment. Alors, on peut dire, je fais 2 plis ou bien 2 ou 3 plis. Voilà, mais on gagnera moins de points. Comme dans Nine Lives, en fait, du même auteur. Ça fonctionne pareil, mais. Oui, il y a un petit truc, si on veut un peu assurer, mais on marquerait un peu moins de points. Mais si on fait pas de points négatifs, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal, ouais. Et oui, il y a vraiment le fini Anabi et de découvrir, de vraiment découvrir sa main et de voir les cartes des autres, ça fait calculer. Et pour avoir joué, on l'avait dit à Essen avec Xylotar, qui reprend le même principe. Avec Xylotar, c'est beaucoup plus alambiqué, je trouve, avec beaucoup plus de. Il y a quand même la petite phase de manipulation où on prend le paquet de cartes, on les classe, on les passe à notre adversaire. La phase de pli. Et je trouve que dans Xylotar, tout est plus alambiqué que dans Luz. Luz, c'est plus immédiat et plus instinctif finalement comme jeu. Ouais. Et oui, comme dit, c'est la phase où on annonce combien de plis sont faits. C'est là où des fois, en tant que premier joueur, c'est là où c'est assez dur de se placer parce que on voit les cartes des autres, mais on ne sait pas forcément ce qu'on a en main. Et quand le premier, on voit les autres, enfin le premier joueur annonce quelque chose, on dit OK. Donc lui, il voit tout ça plus ma main, et il a joué que 2, donc je dois avoir des fortes cartes. Enfin voilà, jouer en dernier, ça peut être un peu plus. On a déjà plus d'informations sur ce qui est. Donc c'est bien qu'on tourne, que ça tourne le premier joueur. Alors ensuite, on a joué à Streets of Tokyo, un jeu de Julien Griffon, qui est illustré par l'extraordinaire Henri Kermarek et qui sort chez Entre Deux Chaises. Alors c'est le proto. C'est un jeu de dessin coopératif où en fait on va devoir faire deviner des mots qu'on va dessiner, mais on doit les dessiner en respectant des grilles qui reprennent des quartiers de Tokyo. C'est Strava the board game en gros. Ah si, il y a des gens qui s'amusent comme ça à dessiner des choses en courant dans les rues. Voilà, c'est un peu ça. Et il y aura à chaque fois sur les cartes qu'on va faire dessiner. En plus, on dessine en simultané. Et on a 3 niveaux de difficulté en gros. Et il y a une application et à chaque fois qu'on valide une carte, ça nous rajoute la possibilité de temps supplémentaire pour améliorer notre score. C'est hyper dur en fait. Oui, c'est hyper dur. Alors on n'a pas forcément. Moi j'ai joué pas forcément avec les vraies règles du. Alors on a mis un petit minuteur, mais on n'a pas refait en temps réel et tout ça le truc. Parce qu'il était déjà 23 heures, donc t'es un peu fatigué. Mais rien que de faire les dessins en suivant les quartiers. Alors c'est Tokyo, hein, c'est pas New York. Sinon c'est pas la même. Voilà. Mais justement, Tokyo, il y a vraiment des quartiers assez différents où il y a des rues quadrillées comme à New York, très perpendiculaires. Il y a des rues, il y a des parcs, des grands parcs où c'est des rues qui tortillent. En fait, il va vraiment falloir choisir ce que tu vas dessiner en fonction de ta grille, quoi, pour essayer d'utiliser au mieux les formes que les rues vont te permettre de dessiner, quoi. Et des fois, tu dessines que dans un coin parce que dans ce coin-là, il y a des formes il y a un rond-point qui t'arrange pour faire la roue du tracteur. Moi, je trouvais que c'était hyper mal. Enfin, l'idée est super cool. Après, c'est difficile. Clairement. Moi, je trouvais que c'était pas si évident que ça. Mais moi, j'ai joué avec ma fille aussi. Et franchement, j'étais un peu dubitatif et ça a quand même, elle s'en est plutôt bien sortie. Faut faire un peu. Faut avoir un peu d'abstraction des fois pour. Alors après, je crois que dans les règles, ils disent bien qu'on peut s'en céder un peu. On peut pas dire ce qu'on doit dessiner, mais on peut un peu dire tu te rapproches. C'est ça. On peut un peu. Parce que sinon, il y a des fois des choses qui sont quand même assez difficiles à représenter sur un quadrillage ou un truc comme. Et pour finir, on a joué à Toriki, The Castaway Island. Donc c'est un jeu chez Lucky Duck Games de Wojciech Grajkowski. Alors c'est une sorte de jeu, c'est pas vraiment une legacy, même si en fait de partie en partie, des choses vont se modifier.
L'idée, c'est qu'on ait une équipe de naufragés sur une île. On va avoir, en gros, on va jouer à chaque fois une journée. Une journée, c'est à peu près 20 minutes de jeu. On peut jouer la journée, puis passer, sauvegarder, parce qu'on va jouer avec une appli, sauvegarder, puis reprendre plus tard. Ou on peut faire comme nous, on l'a fait en 2 soirs. Donc, on va avoir des objectifs, on va découvrir l'île peu à peu, on va donc récupérer des objets, on va pouvoir pouvoir les crafter pour, par exemple, je sais pas... du fil et un bâton pour faire une canne à pêche. Voilà, exactement. On va avoir des missions qui vont changer, on va avoir des tuiles supplémentaires, on va découvrir des morceaux de l'île supplémentaires. Toi, tu as pris la partie en cours de route? Oui, moi j'ai pris la partie en cours de route. La deuxième partie, ouais. Alors que, moi, je suis un peu dubitative. Il y a des petits feelings qui sont cool. Je pense qu'en fait, il faut vraiment y jouer une partie par une journée par une journée. Oui, pas rusher. Pas le binge joué. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu finis par tricher un peu. C'est-à-dire que normalement, on est censé se répartir les objets pour bien faire les choses. Et c'est le genre de truc où si tu arrives au lieu et que tu t'aperçois que tu as oublié un truc... Que tu es obligé de redéplacer et que... c'est très chiant, en fait. Oui, parce qu'il faut payer de la nourriture et du coup, tu payes de la nourriture et du coup, il y en a un autre qui doit aller chercher de la nourriture. Ouais. Je pense que si tu fais ça une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, enfin que tu joues en session séparée, c'est moins gênant ça fait partie intégrante de réfléchir. Voir cette grotte, donc il me faudra la torche, donc je prends la torche. Toi, tu vas voir machin. En fait, la phase de planification est moins désagréable quand tu l'avais une fois de temps en temps que si nous on avait enchaîné à chaque matin faire notre phase de planification. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. Tu vois, il y a le côté craft est quand même assez cool. Oui, avec l'appli, c'est sympa de dire je scanne cette carte, paf, ça se mélange, ça fait un truc, prenez l'autre carte dans le paquet, quoi. Ouais, après, au niveau de l'histoire générale, c'est très bateau. Enfin, on voit que c'est pas non plus... Pour des naufragés. Pardon. C'est vrai, excuse-moi. Non, mais en fait, nous, on avait déjà imaginé un énorme twist de fin. Et puis, que nenni, on était un peu déçus. Je trouve que ça fonctionne. Je pense que ça peut être le genre de jeu que tu fais en famille, effectivement, parce que c'est quand même axé pour un public très familial. Enfin, les visuels, ce que tu fais, il y a pas de grosses difficultés. Je pense que c'est vraiment quelque chose que tu peux faire, par exemple, sur une session de vacances ou des trucs comme ça. Après, l'appli occupe quand même pas mal de place et en plus si tu joues et que il faut absolument ton téléphone puisque c'est ton téléphone qui a la sauvegarde, donc si toi tu n'es plus là, c'est très chiant, quoi. En fait, ça c'est quand même un peu un souci. On a oublié l'iPad où on a fait le moitié de la saison. On est obligé de recommencer. Ouais, voilà, c'est un peu ça. On passe quand même beaucoup de temps à se passer le téléphone. Mais ça c'est un peu tous ces jeux-là, c'est inhérent et à ce type de jeu. Mais sinon, le fait c'est que quand on a fait une action, si on a cassé quelque chose, l'appli elle s'en souvient et elle se souvient que si on retourne à cet endroit-là, cet arbre-là on l'a coupé, il n'est plus là, donc il est déjà coupé, donc on aura un autre texte. Ça évite d'avoir trop de cartes, de dire parce que souvent dans les trucs comme ça, si tu fais une action et on te dit alors ces 2 cartes vous les sortir du jeu parce que on n'en aura pas besoin, l'arbre il est plus là. Alors que là c'est une manip qui est faite par informatique, donc c'est plus pratique de. Après franchement c'est quand même un jeu. Tu vois, moi j'ai trouvé que tant qu'on faisait le jeu comme il doit être joué, c'est-à-dire avec le côté optimisation, planification, j'avoue que ça m'était un peu pénible. C'était pas, je trouvais ça pas forcément super agréable. À partir du moment où on s'est exonéré de ça, je trouvais que c'était un peu parce qu'on était plus focus sur l'aventure. Ça m'a rappelé un peu des jeux comme Andorre où tu fais beaucoup d'optimisation d'action, de planification de ce qu'on va faire pour essayer d'être le plus efficace possible. Et moi, j'ai du mal à concilier ça avec le côté je te raconte une histoire dont t'es partie prenante, dont t'es acteur. En fait, c'est un peu pour moi, c'est un peu antinomique. C'est un peu comme dans le jeu de rôle où des fois tu zappes certaines règles pour faire avancer l'histoire plutôt que de lancer des dés, quoi. Voilà. C'est pas inintéressant du tout. C'est pas non plus une immense. Enfin, tu vois, ça te fout pas une claque. C'est pas le genre de jeu. Avec une narration, avec ce petit côté je révèle des éléments dans lesquels tu te fais waouh quand ça arrive. T'as jamais ce petit effet waouh comme t'as pu l'avoir dans d'autres jeux. Pas désagréable, mais c'est pas non plus je trouve pas ça exceptionnel, quoi. Oui, voilà, c'est pas une révolution, mais c'est une bonne utilisation
d'une appli dans un jeu. Et vraiment, le craft, c'est cool. C'est le truc le plus sympa du jeu. Il y a un personnage absolument insupportable dans l'histoire. On a essayé de le tuer par tous les moyens, on n'y a jamais réussi. C'est dommage. Voilà. Non, mais et puis il y a l'idée d'avoir son livret avec les petits animaux qu'on croise, qu'on découvre, et on peut leur donner des noms. Donc ça personnalise vraiment le jeu. Ça permet aussi de prendre des notes et pour de session en session, ne pas oublier où le singe bidule on le retrouve, où l'oiseau machin, qu'est-ce qu'il aime manger, etc. Qu'est-ce qu'il aime manger, et c'est pas mal pour retrouver les informations. Et écoute Dédé, on a fait le tour d'horizon de cette journée. Alors écoute, je te remercie beaucoup. C'était un très très chouette week-end de jeu ensemble. Et on se revoit le mois prochain. Et on remercie les auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Ouais. Salut. Ciao.